Et si je vous disais que dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais lire tous les livres de ma file à lire? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et non, je n'ai pas craqué complètement. Je vous retrouve bien pour lire tous les livres de ma file à lire, ou plutôt leur premier chapitre. Donc vous en doutez, je ne vais pas lire 50 livres dans une vidéo, mais je vais tester tous les premiers chapitres de ces livres. C'est quelque chose que je voulais faire depuis vraiment longtemps, mais j'attendais d'avoir un nombre un petit peu plus raisonnable de livres dans ma palle. Et là, on en est arrivé vraiment proche de mon objectif qui est d'en avoir 50. Donc je dirais une cinquantaine, parce que plus ou moins 2, selon ce que je suis en train de lire, si j'en reçois un, le temps que ça va me prendre pour tout filmer. On est aussi proche qu'on puisse l'être de l'objectif, donc le moment était venu de faire ça. Et si j'ai envie de faire ce test, c'est parce que j'aimerais, pour chaque chapitre que je lis, faire une prédiction de la note que je donnerai au livre, et ça me permettra de comparer quand je lis effectivement le livre, est-ce que ma prédiction était bonne ou pas, et de faire des petites stats par rapport à ça. Je suis vraiment très excitée par cette idée. Le deuxième petit objectif, c'est peut-être que ça va me permettre de décider qu'au final, il y a certains livres que je n'ai plus envie de lire. C'est aussi une possibilité. Mais du coup, si cette expérience vous tente, si vous voulez me voir tester 50 livres, je sens que ça va être intensif. Installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti! Pour attaquer cette vidéo, je vais y aller avec les 5 livres que je pense lire le plus prochainement, que ce soit pour des vlogs ou parce que j'en ai envie. Et donc, on aurait Yellow Feu Follet, The Night We Met de Abby Jiménez, donc. This Weekend Does Not End Well for Anyone, ça fait 3. En vrai, après, je sais pas trop, hein. C'est surtout E3 que j'ai prévu de lire très bientôt. Je vais prendre le dernier tome de Nevermore et Le Jour du Souvenir. Donc je vais commencer par lire les premiers chapitres de ces 5 livres et je vous fais une petite update. Petite interruption imprévue du programme, mais Nextory vient d'annoncer une offre incroyable que je les ai jamais vues faire avant, où vous avez 70 jours d'essai gratuits au lieu des 60 de l'offre d'été et au lieu des 45 de l'offre habituelle. Genre c'est 70 jours, 30 heures d'écoute pour tester les livres audio. Si vous ne connaissez pas Nextory, je vous explique très brièvement. C'est une plateforme de lecture, donc vous avez à la fois des centaines de milliers de titres de livres audio, mais vous avez aussi des e-books, des magazines, et maintenant il y a une nouveauté où pour certains livres, vous pouvez switcher de format. Donc vous le commencez par exemple en audio en prenant une petite marche, puis vous arrivez chez vous, vous voulez le continuer, vous pouvez passer au format numérique, ce qui est hyper cool. J'adore cette plateforme, je l'utilise vraiment tout le temps pour écouter mes livres audio, en particulier pour les nouvelles parutions. Des fois on les a avant même qu'elles arrivent ici au Québec, c'est très cool. J'ai relevé par exemple Harvest Season, qui je pense va être ma prochaine lecture qui me tente beaucoup. Et sinon je l'utilise aussi pour mon challenge Read Christie de 2026, donc où chaque mois je lis un livre d'Agatha Christie, et ils en ont vraiment beaucoup, ils en avaient même narré par David Suchet. Do they think they can get rid of Hercule Poirot like that, huh? No! C'était parfait. Donc chaque mois j'écoute mon petit Agatha Christie avec Nextory et je me régale. Donc j'avais vraiment envie de vous parler au plus tôt de l'offre parce qu'elle dure que du 18 au 26 juillet. C'est vraiment très court, mais si vous hésitiez, c'est vraiment le moment de vous lancer. Comme je vous disais, c'est gratuit. Puis au bout d'un mois, si vous voulez arrêter, vous arrêtez et ça vous aura rien coûté. Et ça peut fonctionner aussi si vous aviez un abonnement il y a plus de 6 mois. Et je vous mettrai là un petit peu les livres que j'ai dans ma wishlist, entre guillemets, Nextory. J'aime bien aussi que tu puisses te mettre une alerte sur les prochaines sorties. Mais vous l'aurez compris, je suis très fan de cette application et vraiment je vous la recommande, que vous soyez fan de livres audio ou que vous vouliez vous lancer dans le format. Donc si jamais ça vous tente de tester Nextory gratuitement pendant 70 jours et avec les 30 heures d'écoute, moi j'ai forcé Johan à le faire pour qu'il puisse écouter des Brandon Sanderson. N'hésitez pas à le faire avec mon lien affilié qui est en barre d'infos. Mais vraiment, c'est le moment, c'est la semaine pour en profiter. Je pense que je les ai vraiment jamais vus faire une offre aussi élevée. Donc allez-y. J'ai lu mes 5 premiers chapitres, donc voici mes prédictions. Abby Jiménez, The Night We Met. Très intriguant ce début, vu que l'héroïne, Larissa, sort avec le meilleur ami de celui qui est censé être le personnage principal masculin. Genre, ils se sont juste vus une nuit, elle est allée avec le meilleur ami, ils se sont pas revus depuis, puis là, au final, leur vie font qu'ils vont se recroiser, mais je me demande vraiment comment ça va évoluer. J'ai envie de dire que ce serait un 4.5 sur 5 parce que je crois en Abby Jiménez. Le jour du souvenir, par contre, ça va être en abandon. J'ai pas du tout accroché avec rien en fait.
ni l'univers, ni la plume, ni les personnages qu'on voit. Enfin, le mélange de tout ça, ça me tentait pas trop. Ça avait l'air d'être plus le genre de science-fiction que j'aime pas particulièrement. J'aurais été prête à lui laisser une chance quand même en me disant peut-être qu'il va finir en abandon. Mais je suis allée voir des avis sur Goodreads, 1 étoile. Je vais souvent faire ça quand j'hésite à abandonner un livre pour voir les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas aimé. Et j'ai vu que ça parlait de scènes de bataille très violentes et de scènes d'agression sexuelle. C'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum, donc ça a complètement fait pencher la balance du côté de l'abandon, malheureusement. C'est la vie. J'ai aussi repris Nevermore et c'était très difficile. Je me suis rendu compte à quel point je ne me souvenais de rien. C'était ma série jeunesse, fantasy préférée des dernières années. Vraiment, j'adore l'univers, les personnages, la magie, le côté à la fois un peu loufoque et farfelu, mais aussi au final un peu plus profond des histoires. Le personnage de Morrigan, tout ça, je suis très fan, mais ça fait trop longtemps. Je sais plus rien du tout. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve une vidéo ou un résumé spoilant des autres tomes. Mais une fois que je me serai remise dans le bain, il y a un bon potentiel. Je vais dire 4. Parce que j'ai peur que, c'est ça, ce côté je me souviens pas bien, ça freine un petit peu mon plaisir de lecture. Donc 4. Je vais mettre aussi un 4 en prévision à This Weekend Doesn't End Well for Anyone. Donc le 3e tome dans la série des Vacation Mysteries. Il me semble qu'il n'y a que le premier qui est sorti en français. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Et là, le personnage principal part encore une fois quelque part. Cette fois-ci, c'est un week-end qui est censé être un séminaire d'écriture. Elle débarque avec son conjoint et sa sœur dans sa chambre d'hôtel. Et il y a un corps par terre. Mais ce qui fait la particularité de cette série, c'est vraiment le style d'écriture, vu que la narratrice s'adresse directement au lecteur et tout, et joue avec les codes du genre, et c'est ça que j'aime beaucoup. J'avais cependant moins aimé le 2e tome, donc là j'ai un peu peur d'être déçue encore. Donc je sais que j'avais dit 4, mais je vais peut-être descendre à 3,75 en fait. C'est pas une énorme différence, hein. Mais je veux essayer de faire des prédictions exact. C'est Nostradamus des livres. Et le dernier, Yellow Feu Follet de Siècle Valban. Je ne suis pas 100% convaincue non plus. L'écriture, j'avais un peu du mal. À la fois, je suis capable de voir qu'elle est très poétique, mais le ton, je suis pas sûre d'accrocher vraiment. Mais en même temps, je suis intriguée par cette petite fille qui vit dans un van, en fait, avec sa famille, donc ses parents et son frère. Dans la fin du premier chapitre, on voit tout juste son frère apparaître, mais on comprend qu'il y a eu une histoire familiale, quelque chose qui s'est passé. Mais elle, c'est une petite fille qui me faisait penser un petit peu à Anne, très joyeuse et qui voit la beauté, la vie dans la nature et tout. Je sais pas encore si ça va être comme contemporain et ce qui paraît surnaturel, en fait, c'est juste dans l'imagination de la petite fille qui a 12 ans. Pourquoi pas, un peu comme Anne qui voyait ces esprits de la nature et tout. Ou s'il y a vraiment un aspect surnaturel. Donc, quelque chose à explorer. Mais niveau prévision, je pense que je vais mettre un 3. Et je suis pas sûre, mais je vais le continuer parce qu'il est quand même pas très gros. Je vais lui donner sa chance quand même. Voilà pour les premiers essais, et puis on continue parce qu'on est loin d'avoir fini. Ne faites pas trop attention au bazar. Je voulais vous parler des 5 autres livres que j'ai lus. Alors, premièrement, Le Crime de l'Indian Pacific. Oh là là, je suis contente qu'il soit dans ma pile à lire de l'été. Et encore une fois, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. J'aime trop l'ambiance de ces petits cozy mystery et le groupe de personnages qu'on retrouve à chaque fois. Là, on est à l'enterrement de vie de jeune fille de l'une des personnes du groupe. Ils sont dans un train vraiment type Orient Express, le train où tu restes pendant plusieurs jours avec des wagons-lits et la classe, tout ça. Et un des membres du groupe croit voir quelqu'un tomber du train, mais se dit j'ai peut-être rêvé parce qu'on a quand même vu beaucoup de champagne. Premier chapitre s'arrête là et je suis bien intriguée. Je pense qu'il y a un bon potentiel cozy mystery, donc je mettrai 3,75 comme note prévisionnelle. Je sais que c'est comme pas fou, mais pour un cozy mystery, vraiment, ça me va très bien. Ensuite, et là, ça m'a fait remarquer que je voyageais beaucoup dans cette sélection parce que là, on était en Australie. Je suis allée en Angleterre avec The Telephone Box Library. Et celui-là, ça a été difficile parce que j'avais l'impression, en lisant le premier chapitre, que c'est des choses qui pouvaient me plaire, mais j'arrivais pas
à rentrer dedans, je me suis dit, ah bah peut-être c'est parce que ça fait déjà plusieurs livres dont tu testes le premier chapitre et tu satures. Mais en gros, c'est une professeure qui prend 6 mois sabbatiques pour aller dans un petit cottage des Cotswolds qu'elle loue pas cher parce qu'on lui dit aussi qu'en même temps, elle va s'occuper d'une personne âgée. Vraiment, il y avait ce que j'aime en principe dans les Jenny Colgan et ce type de livres-là. Donc j'étais pas trop sûre, mais au final, j'ai décidé de le retirer de ma palme. C'était mon petit souvenir d'Angleterre, mais tant pis, tant pis. Et ce qui m'a conforté dans cette décision, c'est que le livre que j'ai lu après, là, j'étais à nouveau dedans et tout. Donc je me suis dit, non, c'est pas que moi je sature, c'est que le livre ne me parlait pas trop. Surtout quand on pense que celui que j'ai lu après, c'était Barbarian Heart. Donc le tome je sais plus combien dans la série I Spy Barbarian. C'est des petites romances spicy, un peu what the fuck qui se passent avec des aliens. Je les lis toujours en vlog avec vous et à chaque fois c'est assez drôle. Donc des humaines qui se sont échouées sur une planète avec des aliens. Et je ne sais pas comment l'autrice arrive encore à se renouveler après autant de tomes, mais c'est le cas puisque là c'est l'histoire d'un couple établi entre un alien et une humaine et en fait lui il a été victime d'un éboulement et il a perdu la mémoire et il a oublié qui elle était. Donc je trouve que ce petit twist est intéressant. Note que je vais lui mettre pareil parce que, comme les Cozy Mystery, je sais que je vais pas le noter comme un roman sérieux, entre guillemets. On va dire 3,75 aussi, ce livre-là. Oh, j'ai de grands espoirs. Lui, je vais y aller avec du 4,5. Score de Kennedy Ryan. Une romance qui se centre à LA. Donc là aussi, le voyage continue. Et dans celui-ci, on suit une directrice de film qui se fait engager pour travailler sur le biopic d'une chanteuse de Harlem Renaissance, qui est un mouvement culturel qu'il y a eu que je ne connais pas du tout. Donc je suis bien curieuse de découvrir ça. Et sauf qu'elle doit travailler avec un compositeur qui va faire la bande-son du film, avec qui elle a eu une relation il y a une dizaine d'années ou plus, et avec qui ça s'est très mal terminé. Et Kennedy Ryan, je sais qu'elle fait des personnages hyper intéressants, et j'aime les représentations qu'elle propose dans ses livres. Là en plus, il y a un des personnages qui est bipolaire, donc je suis curieuse, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais en tout cas je me demande comment ça va être représenté et tout. Et vraiment, j'ai de gros espoir. Et le dernier, c'était Close Knit de Jenny Colgan. Donc là, on est sur une petite histoire cosy d'une communauté au nord de l'Écosse qui tient grâce à un club de tricot et ça a été mon voyage préféré. Retourner en Écosse, le temps d'un chapitre, les descriptions et tout. Ça me donne tellement envie, c'était tellement réconfortant. J'ai retrouvé le Jenny Colgan comme je l'aime et donc ma prévision, ça va être 4 sur 5. Au moins. J'y crois. Et je passe au 5 prochain. Je teste une nouvelle recette de matcha avec la crème à la pistache. C'est trop bon, c'est très très bon. Je l'avais ramené de mon voyage en Crète d'octobre. Anyway, on est là pour parler des 5 derniers livres que j'ai lus. À commencer par Yours Truly de Abby Jiménez. En commençant, je me suis souvenu qu'en fait j'avais déjà lu le premier chapitre pour une vidéo où j'essayais de trouver des romans 5 étoiles. Donc j'ai lu le deuxième, vous allez voir, c'est pas le seul livre où je vais devoir faire ça. Abby Jiménez, c'est une autrice de romance que j'aime beaucoup. Je pense que ça leur va vraiment me plaire, mais que ça va être plus difficile parce que le personnage masculin souffre vraiment d'anxiété et c'est toujours un peu activant pour moi quand je lis des personnes qui ont vraiment beaucoup d'anxiété et tout, parce que ça vient me rappeler mes périodes les plus difficiles ou ce que je peux vivre aussi. Et puis ça se passe dans un hôpital. Et tout ce qui est médical, ça me cause aussi de l'anxiété. plus. Donc j'ai peur que ça vienne un peu diminuer mon plaisir de lecture, mais sinon j'aime le principe quand même de deux docteurs qui se retrouvent à travailler ensemble, à devoir être un peu en compétition pour le même poste. Et si je me souviens bien, c'est qu'ils vont apprendre à se connaître par le biais d'échanges de lettres un petit peu. Ça a l'air super fun. Mais voilà, à cause de ce petit bémol, je pense que ma note prévisionnelle, ce sera un 4. J'ai aussi lu le premier chapitre du Sorcier au coin du feu, qui est un des tout derniers arrivés dans ma pile à lire, que je pense garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et vraiment, c'est l'installation où tu as le sorcier Finn qui arrive pour être le nouveau cuisinier du roi. Il arrive dans un château vraiment pas en très bon état. Et puis, dès qu'il arrive, il commence à faire partir tout le monde, à faire de la magie. Donc, tu comprends comment il fait sa magie et que apparemment ça doit rester un secret. Mais c'est vraiment juste un chapitre qui démarre l'histoire, donc ça en donnait pas
non plus beaucoup. Je trouvais la plume assez plaisante avec une certaine touche d'humour. Donc je vais y aller pour du 3,75 pour celui-là. Je suis comme un peu prudente, on va dire. Changement de style complet avec le prochain, Pandora's Jar, qui est une non-fiction. Là aussi, vous allez voir, il y en a quelques-unes. Et je savais pas trop quoi lire parce qu'en fait, t'as comme une introduction, puis après, t'as différentes parties, chacune traitant d'un personnage féminin de la mythologie grecque. Et je voulais pas nécessairement lire une partie en entier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu l'introduction, puis jusqu'à la première séparation de pages comme ça. Première histoire étant celle de Pandora. Et j'ai envie de mettre un 5 comme note prévisionnelle parce que je sens que je pourrais beaucoup aimer. Déjà quand l'autrice parle de l'approche qu'elle voulait avoir, un peu de remettre la vérité entre guillemets sur ces femmes mythologiques, mythiques, et notamment en commençant par Pandora. Le premier truc qu'elle dit, c'est au début Pandora elle avait pas une boîte, elle avait une jarre. Ce que je pense c'est quelque chose que je savais il y a fort longtemps et qu'en fait l'idée de la boîte est venue d'une certaine traduction qui a été comme reprise et reconnue après. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a notamment une phrase que j'ai notée qui me plaisait beaucoup sur le fait que les mythes, il y avait 3 temps. Il y a le temps où ils ont été écrits, le temps auquel ils sont supposés se passer, et le temps où nous on le lit. Et je sens que voilà, l'approche que ce livre va avoir pourrait beaucoup me plaire. J'ai aussi lu Wild Tongues Can't Be Tamed, donc qui est mon recueil de nouvelles. Là, j'ai décidé de lire une nouvelle en entier parce qu'il n'y avait pas de chapitre qui découpait la nouvelle. Et c'est une anthologie qui parle de Latinx diaspora, donc pas mal de qu'est-ce que c'est la vie quand t'es un immigrant Latinx, donc d'Amérique latine, j'imagine centrale aussi, en particulier aux États-Unis. Donc la première histoire était assez autobiographique, j'aimais bien l'écriture, c'était particulier, mais j'ai pas non plus accroché à 200%, et souvent les anthologies c'est un petit peu ça. Et je finis avec une note moyenne, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins, donc je vais dire un 3,75 pour celui-là. Et enfin, je sais pas si on peut dire une anthologie quand c'est juste le même auteur. Mais ça, c'est un recueil d'histoires courtes de Brandon Sanderson, d'histoires de science-fiction. Et donc, j'ai lu le premier chapitre de la première qui s'appelle Snapshot. Et encore une fois, j'étais comme, oh my god, mais il crée des univers hyper originaux, le monsieur. Et je sais même pas comment vous expliquer là ce qui se passe, parce que je suis pas sûre d'avoir compris à 100% moi-même. Mais en gros, il y a un endroit où ils ont la capacité de reconstituer l'état d'une ville tel jour, dans les mois précédents. Et ils l'utilisent pour résoudre les crimes, parce qu'ils peuvent envoyer dans la reconstitution des enquêteurs qui vont aller voir qu'est-ce qui s'est passé tel jour, à telle heure, à cet endroit, essayer d'avoir des preuves pour les dossiers. Et c'est très réglementé, mais c'est pas une simulation, c'est pas une projection, c'est vraiment réel, et c'est ça que j'ai du mal à voir, genre comment ils trouvent la place un peu de faire ça, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que ça se passe vraiment dans un vrai espace géographique, parce que c'est fait à partir de matière brutes, d'atomes, de molécules et tout ça, qui sont reconstitués d'une façon assez mystérieuse, même si on a eu des petits hints de comment, pour recréer la ville à un certain moment dans le temps. Et je trouve déjà le principe hyper cool, l'idée de l'utiliser pour résoudre des crimes très intéressante, donc j'ai hâte d'en savoir plus. On va lui mettre un 5 lui aussi, je veux croire en Sanderson. Et je vais pas perdre de temps et continuer avec les 5 prochains livres, parce qu'on en a encore beaucoup. J'ai encore lu des livres complètement différents, en commençant par The Guardians of Dreamdark de Laini Taylor. Donc c'est des vieux livres qu'elle avait écrits qui ont été réédités. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup dans son écriture et tout, mais là déjà c'est plus jeunesse, mais aussi je trouvais que ça se sentait que c'était plus vieux ce qu'elle avait écrit. C'est l'histoire d'une fée, mais genre une petite fée avec des ailes et tout, quoi, pas les fées sexy type Cotard. Donc une fée qui va devoir combattre le mal et tout, genre vraiment côté assez classique, on va dire. Et le premier chapitre, je me suis comme moitié convaincue, donc je pense que peut-être avec plus de temps, j'apprécierai plus l'univers et tout, mais pour l'instant, on va rester sur un 3.5. J'ai aussi lu The Cree Word for Love, qui est là aussi une anthologie autour de différentes définitions de l'amour dans la culture Cree. Et c'est assez différent chaque texte. Il y en a un qui était un poème, donc j'ai lu autre chose aussi pour
pas avoir une meilleure idée. Et le deuxième, c'était une histoire courte qui avait un peu un côté réalisme magique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et assez poétique et tout. Donc je pense que je vais passer un bon moment et je vais mettre un 4 pour celui-là. J'ai ensuite essayé People Watching et j'étais assez surprise, je dois dire, parce que le premier chapitre est du point de vue du gars, Milo, et il est assez particulier, genre il est très extroverti sexuellement, on va dire, et je pensais pas qu'il y aurait autant ce type de contenu dès le premier chapitre. Il est très très ouvert là-dessus. Et c'était pas le ton auquel je m'attendais nécessairement. Et je trouve que c'est un personnage masculin qui a l'air assez différent de ce qu'on rencontre d'habitude. Et là, il retourne dans une petite ville pour aider son frère qui ouvre l'endroit où ils font des bières. Brasserie. J'avais un trou sur la traduction. Donc je suis curieuse vraiment de découvrir plus. Je pense qu'il y aura un potentiel parce que j'aime bien en principe les romances qui changent un petit peu, qui proposent des nouvelles choses. Donc je vais aussi y aller avec un 4. J'ai lu le premier chapitre de It's Only a Game. Ça c'est assez particulier parce que c'est le livre d'une amie à moi qui est autrice et j'avais lu une des premières versions. Donc techniquement je connais déjà un peu l'histoire mais là ça a quand même été beaucoup retravaillé. C'est un thriller young adult un peu dans l'univers des jeux vidéo et d'ailleurs le premier chapitre qu'on lit c'est pas mal une partie entre une équipe de jeux. Donc on n'en apprend pas énormément sur l'histoire, mais je vais quand même m'avancer et mettre un 4 également. Et enfin, et je pensais pas ça, mais celui-là, je suis pas sûre. If It Makes You Happy. Ça partait bien en mode rom-com des années 90 et tout, genre un peu nostalgique. Ça commence fort quand même parce qu'on est à l'enterrement de la mère du personnage féminin, auquel elle doit aussi annoncer qu'elle divorce avec son mari. Lui, il dit des choses vraiment pas gentilles. Et là, elle le gifle. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Parce que si c'est lui qui l'avait giflé ou quoi, je pense que la scène aurait été écrite très différemment. Et j'ai vraiment du mal avec la banalisation de la violence physique quand c'est une femme qui la commet et qu'une gifle se soit vraiment comme banalisée comme ça. Donc ça m'a un petit peu refroidi sur la lecture, je dois vous dire... un petit peu beaucoup en fait. En fait, au point où je suis même pas sûre que j'ai envie de le lire parce que vraiment ça m'énerve. Mais je vais quand même lui donner une chance et je vais partir sur un 3 parce qu'il va en falloir beaucoup pour me faire remonter de ça. On avance 5 livres de plus de tester en commençant par le deuxième tome de Justicière. Et vous connaissez mon amour pour Sanderson et pour cette série, donc forcément, prédiction 5 étoiles, je pense que c'était le cas du tome d'avant, ou peut-être aller 4.75 si je fais la difficile. Et là, on le continue, on est vraiment dans la prolongation, d'ailleurs en anglais c'est un seul tome. Donc bon, je pense que ça va être une excellente lecture. J'ai aussi lu le premier chapitre de Lost and Lasso de Lila Sage, donc c'est le 3e tome du Ranch Rebel Blue. Et j'avais vraiment hâte d'arriver à ce tome-là, en fait, parce que les personnages qu'on va suivre, on les a connus dès le tout début du premier tome. Mais ils étaient comme des personnages secondaires ou tertiaires même. Donc on les a aperçus, on a vu qu'ils s'aimaient pas du tout. On sait pas pourquoi. Mais... tout va changer dans ce tome. Donc on a Gus qui est le frère aîné de la famille qui s'occupe d'un ranch avec des vaches, des chevaux, tout ça dans le Wyoming. Et Teddy qui est la meilleure amie d'une des filles de la famille. Et avec le premier chapitre, je sais pas encore quel va être l'élément déclencheur qui va faire que leur relation va passer de la haine à l'amour. Mais je pense que ça va être très chouette. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième, j'aimais vraiment, mais plus salé, moins salé. Et la fin m'a déçue. Donc celui-là... j'essaye de pas trop me laisser influencer dans mon jugement et de me baser juste sur le premier chapitre. Et avec ça, je vais y aller pour un 3.75. Parce que ça promet bien, mais en même temps, on n'avait pas beaucoup d'infos. Donc, à voir. J'ai repris... ouh, ça c'était difficile. Très difficile. La cité de Jade. Donc, c'est la suite de l'Empire de Jade. Et qui est un livre historique où une jeune Française
est obligée de se marier à un jeune homme chinois. Et donc on la suit un peu dans cette découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture. Il se passe plein de choses. J'avais adoré le premier tome, mais je l'ai lu il y a au moins 5 ans, je pense. C'est catastrophique. Je pense que c'est une des plus vieilles suites de séries dans ma pile à lire. Et c'était un petit peu dur de raccrocher les wagons, je vous le cache pas. Mais j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir la plume de l'autrice Ellie. Et je pense que j'aurais pas trop de mal à me remettre dedans et à me réattacher au personnage et tout ça. Donc je vais mettre un bon 4 pour ce deuxième tome et vraiment essayer de le lire cet hiver, quoi. Parce qu'elle porte comme un habit, je trouve, qui fait de neige. C'est pour ça que je veux le garder pour l'hiver, mais il faut qu'il sorte de ma palle. Je veux le lire avant 2027. Une autre petite romance avec If Only You, qui est le dernier tome de la fratrie Bergman qui me reste, et cette fois-ci avec Ziggy, qui est donc une autre des filles Bergman. Ziggy qui est sur le spectre de l'autisme. Comme toujours, Chloé Lies nous propose plein de représentations neurodivergentes ou de maladies chroniques dans ses livres. Ça, j'adore. Mais là, donc en particulier, Ziggy a 22 ans, donc elle est quand même assez jeune encore, mais elle en a marre de se faire traiter comme le bébé de la famille et que tout le monde veille sur elle et la couve et tout. Elle veut vraiment mettre en avant son indépendance. Et donc elle est un peu en lutte avec toutes ces émotions-là au début du livre. Et il se trouve qu'elle croise... Comment je vous explique ça ? C'est tellement spécial comme situation. Elle est au mariage de son frère et elle porte des sous-vêtements qui la dérangent vraiment, donc elle décide qu'elle va les enlever. Parce que vraiment, elle focus là-dessus, elle peut pas penser à autre chose. Et donc... elle sort dans un endroit un peu à l'ombre pour les enlever, elle les jette et elle va pour les rattraper quand ils retombent. Et là, il y a un gars qui les rattrape. Et elle reconnaît que ce gars, c'est Sébastien, qui est le meilleur ami de son frère qui se marie justement, et qui veut pas les lui rendre. Et alors là, j'étais un peu comme, c'est vraiment creepy, dude. Bon, déjà, tout court, de prendre les sous-vêtements d'une femme et de pas les lui rendre. Mais en plus, la petite sœur de ton meilleur ami, quoi. Et donc, elle commence un peu à s'énerver contre lui et tout ça. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et là, tu réalises que le gars, Sébastien, il avait pas compris qui elle était parce qu'à cause de la pénombre, il voyait pas. Donc, gros quiproquo. Et là, il est en panique de dire, mon Dieu, j'ai fait ça à la sœur de mon meilleur ami. Moi, je trouve qu'objectivement, c'était bizarre déjà de faire ça, mais... c'est un degré de plus. Donc j'aime bien quand les romances commencent avec un petit truc rocambolesque comme ça et complètement barré. Ça me fait bien rire. Et j'ai de grands espoirs pour ça. Franchement, tous les Chloé Lies, je les ai beaucoup aimés. On est entre du 4 et du 5 à chaque fois. Donc je vais couper la part en deux pour lui et mettre 4,5. Et le dernier, petite romantaisie de T. Kingfisher avec Paladin's Hope. Littéralement petit parce que je pense qu'il fait au moins 150 pages de moins que le tome d'avant qui était beaucoup plus gros. Et on est toujours dans l'univers un peu médiéval avec les paladins, avec différents ordres et temples qui servent plusieurs dieux et tout. Et dans celui-là, ils enquêtent ou ils vont enquêter sur des morts étranges. Et la romance va être entre un paladin et le docteur qui... c'est quoi le mot ? Celui qui analyse les cadavres. Médecin légiste. Enfin, l'équivalent, quoi, d'un médecin légiste dans cet univers-là. Et le premier chapitre... du point de vue du docteur, me plaisait beaucoup, surtout que c'est un personnage qu'on a entrevu dans les autres tomes et que j'aime bien. Et le paladin, Galen, on l'a aussi un peu plus vu dans le tome d'avant et pareil, j'ai très envie de voir qu'est-ce qui va lui arriver. Et donc je vais mettre une prédiction de 4,25. Je vais voir parce que souvent ce qui me fait enlever des points à T. Kingfisher, c'est que je trouve qu'elle fait ses personnages féminins un peu trop sur le même modèle. Là, il n'y en a pas. Donc si ça se trouve, je vais l'aimer encore plus. Mais voilà pour ces 5 livres. On ne s'arrête pas. Il y en a d'autres. J'avais pas réalisé que dans cette sélection-là, il y avait autant de non-fiction, mais il y en avait quand même 3. Alors, Make Your Own Magic de Amanda Lovelace. En fait, c'est un service presse que j'ai demandé il y a hyper longtemps et je pensais que c'était un truc de poésie orienté witchy et tout ça. Mais en fait, non, c'est vraiment un guide de magie, des petites formules, des trucs comme ça. Il y a des tarot spreads, ce qui à la limite pourrait m'intéresser, mais ça va pas non plus tant en profondeur que ça, donc c'est pas du tout ce que j'espérais. Et donc je l'abandonne, entre guillemets, en tout cas, il va quitter ma pile à lire, celui-là. J'ai aussi un des plus vieux livres de ma palle, qui est There'll Be Peace When You Are Done, qui est une non-fiction sur Supernatural, qui est une série que j'adore. Et c'est un recueil en fait de témoignages d'acteurs, de personnes qui ont été touchées par la série suite à l'annonce de son arrêt quand elle a été terminée. Il y a même les acteurs principaux qui ont mis un petit mot et tout. Et
Je sais pas si je l'aurais plus apprécié si j'avais lu directement à la fin de la série ou pas, mais là quand je lisais le mot introductif qui est aussi comme un témoignage de l'autrice, je trouvais que c'était un peu too much pour une série. Genre je comprends qu'elle ait eu une importance énormissime, mais je pouvais pas empêcher d'avoir cette arrière-pensée quand même. Donc je sais pas à quel point je vais apprécier le livre. Du coup je vais mettre une note prévisionnelle de 3, mais je veux quand même le lire au moins un peu plus pour voir si les autres témoignages me touchent davantage. Troisième non-fiction, Murder Isn't Easy, The Forensic of Agatha Christie. J'étais tombée dessus dans une librairie d'occasion en Angleterre, complètement par hasard, mais ça m'intriguait, surtout que j'étais bien dans ma vibe Agatha Christie à ce moment-là. Toujours un petit peu en fait. Donc c'est une assistante médecin légiste ou quelque chose comme ça, qui est passionnée aussi d'Agatha Christie et qui va donc faire le lien entre comment Agatha Christie utilisait les sciences médico-légales alors qu'elles n'étaient pas encore tellement définies que ça à son époque pour résoudre les enquêtes, genre faire le lien entre la réalité et la fiction dans ses livres et tout. L'introduction était quand même assez intéressante dans comment elle faisait ses parallèles, comment elle évoquait Agatha Christie. Donc j'ai hâte de voir un peu le ton du reste du livre. Je suis pas encore tout à fait sûre de comment ça va nous être expliqué et on va lui mettre une note prévisionnelle de 4 du coup. Parce que le sujet m'intéresse beaucoup. J'avais un autre Sanderson, je suis pas sûre que ce soit le dernier que je vais tester. Non, c'est pas le dernier. Donc Isle of the Amber Dark qui est sorti cette année. Couverture très différente de ses autres livres je trouve. Et en fait c'est un roman qu'il a écrit à partir d'une nouvelle qu'il avait écrite il y a vraiment longtemps. Mais ça englobe la nouvelle, donc t'as plus besoin de la lire vraiment. Le premier chapitre n'en disait pas beaucoup du tout. T'es vraiment dans un univers fantasy où t'as une jeune fille... je sais plus quel âge elle a, 8 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est aussi un dragon. Et là, elle en est arrivée à l'âge où elle va prendre pour la première fois sa forme de dragon. Et c'est vraiment juste ça qui se passe au tout début, donc c'est vraiment intriguant. Mais j'ai peut-être pas autant accroché qu'à d'autres Sanderson, donc je vais y aller avec un 4. Ce qui est dans le bas de l'échelle pour les Sanderson, pour moi. Je pense qu'il y a qu'un seul de ces livres où j'ai mis moins de 4 de tous ceux que j'ai lus. Et puis, le dernier, c'était Mortal Follies. Et lui, comme d'autres que vous allez voir plus tard, j'avais déjà testé le premier chapitre, en fait, dans une vidéo que j'avais faite sur mon Patreon, où je testais si des livres allaient rester ou non dans ma pile à lire. Donc là, j'ai lu le deuxième. Mais le temps me plaît toujours bien. En fait, on est époque victorienne, Régence, genre Bridgerton, je sais pas trop, qu'est-ce que c'est le 19e siècle ? Et on est dans la bonne société, les aristocrates, les ladies, tout ça. Et en fait, notre perspective à nous, qui rend le livre intéressante, c'est celle d'une fée. Je pense que c'est un personnage masculin. Et donc, il juge vraiment les êtres humains et tout ce qu'ils font. Il parle de l'éternité dans laquelle ils s'ennuient, il leur fait des petits coups et tout. Et c'est vraiment le ton, je trouve, qui fait la force du livre. Et là où ça commence, en fait, c'est une jeune femme qui a l'air d'avoir reçu une espèce de malédiction. Et elle sait pas trop ni pourquoi ni comment. Donc je trouve que c'est prometteur comme début, en particulier à cause de l'écriture, donc je vais y aller avec un 4.25 pour ce 5e livre, et au suivant. Heureusement que j'ai lu dehors tout à l'heure parce que là il y a des gros nuages, c'est tout gris. Mais donc, ma petite avancée a commencé avec Eric, le prochain Terry Pratchett que je dois lire. Je me suis dit que j'allais en inclure un dans cette vidéo-là quand même parce que oui, je veux tous les lire, mais j'allais pas tester les premiers chapitres de tous les livres du 10 commandes. Celui-là est très court en plus, c'est bien. Et ça se passe avec le personnage de la mort. Le début est extrêmement intriguant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Terry Pratchett nous réserve dans ce nouveau tome de cette série complètement loufoque et très intelligente. Et pour ce qui est de ma note anticipative, je pense y aller avec un 4.25. J'ai aussi lu le premier chapitre de Shields of Winter, qui est le tome je ne sais pas combien de la série Psy Changeling, que j'essayais de lire pendant un bon moment. Je pense que j'en ai fait des vidéos exclusives. Et celui-là est quelques livres plus loin que là où j'en suis, en fait. Mais je l'avais pris parce qu'il se passait en hiver. Je m'étais dit, peut-être je le lirai pendant un Cold Winter Challenge. Ce n'est jamais arrivé. Mais du coup,
Je me suis un peu spoilé des choses, c'est pas si grave, c'est des trucs qu'on voyait venir quand même. Mais surtout, j'ai pas réussi du tout à raccrocher avec le temps ou avoir aucun intérêt pour l'histoire. Donc je pense que je vais le mettre de côté assez définitivement. Et puis peut-être si un jour je veux revenir à la série, je ferai autrement. Mais en tout cas, je préfère qu'il quitte ma pile à lire parce que sinon, dans 10 ans, il y a de grandes chances qu'il y soit encore. Par contre, très beau début avec The Incandescent. Et cette couverture est magnifique. De Emily Tesh. Celui-là, oh, ça promet. C'est du Dark Academia, mais le personnage qu'on suit, c'est la directrice de l'école. Et ça a l'air d'être une école où la magie est très très reliée à l'invocation des démons. J'ai pas encore tout compris comment. En même temps, j'ai lu qu'un chapitre. Mais le fait qu'on suive la directrice et pas un des élèves, je trouve que c'est vraiment bien. J'aime le ton de l'écriture. Vraiment, ça promet. Donc j'ai envie d'être optimiste et de mettre un 4,5 sur 5. Une autre très bonne lecture, je pense, The Undercutting of Rosie and Adam, dont la sortie en français n'a fait qu'être repoussée, malheureusement. Donc c'est le 3e tome dans la série La Ballade de Heart and Mercy. Et le personnage de Rosie, on l'avait entreaperçu dans d'autres livres, il m'intriguait bien, ça a l'air d'être le genre de personnage féminin que j'aime beaucoup. C'est une demi-déesse immortelle, mais elle ne sait pas encore nécessairement quel est son pouvoir magique. Elle fait partie des Marshals qui patrouillent dans ce pays. Et à un moment, il y a des portails magiques qu'ils utilisent qui vont cesser de fonctionner. Et l'ingénieur qui va venir les réparer, il se pourrait qu'il lui plaise bien. Ou en tout cas, il va finir par lui plaire à un moment, vu que c'est Adam. Et étant donné que j'ai adoré les 2 premiers livres, surtout le premier, je pense que celui-là ne fera pas exception. Et j'ai envie de dire 4,75. Pour lui. Et le dernier, The School Between Winter and Fairyland de Heather Fawcett, donc l'autrice de Emily Wilde. Celui-là, je vous avoue que je suis pas sûre. Je vais le garder dans ma palle parce que je veux faire confiance à Heather Fawcett, mais j'avais l'impression que c'était le type de jeunesse, trop jeunesse pour que je l'apprécie maintenant. Je sais pas si j'ai plus envie de lire ce genre-là ou pas, on verra quand je continuerai à lire Nevermore. Mais on a Autumn qui est la fille de la personne qui s'occupe des animaux dans cette école, donc elle est un peu comme dans les serviteurs de l'école, ce qui lui donne pas un statut génial vu les interactions qu'on a vues qu'elle avait avec les élèves de l'école. Sinon, dans le premier chapitre, on la voyait surtout s'occuper d'un dragon qui adore les fleurs et chercher un peu d'autres animaux magiques, donc on voit vraiment l'ambiance école avec les animaux surtout, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher vraiment. Donc je vais mettre un 3 pour le moment, mais normalement j'avais dit que les 3 j'essayais d'en lire moins et de les laisser passer. C'est vraiment juste parce que c'est Heather Fawcett que je le garde dans ma palle. Je vous avoue que je commence à fatiguer un petit peu de lire des premiers chapitres de livres. J'ai hâte de reprendre une vraie lecture, mais on n'a pas fini, donc je continue. Je pense que dans cette sélection-là, il y a vraiment eu que du très bon. Alors déjà, j'avais encore Brandon Sanderson avec Firefight, donc le 2e tome de The Reckoners que j'ai commencé cette année. On est dans de la SF avec des super-héros un peu en mode The Boys, donc pas des super-héros très très cool. Et là, le début m'a hyper hypé, on reprend vraiment direct dans l'action et tout. Et il y avait un espèce de petit prologue aussi qui te mettait bien dans l'ambiance. Donc j'ai de très hauts espoirs pour ce livre, j'ai presque envie de mettre un 5, mais comme c'est un de ses premiers, je sais qu'il y a peut-être un peu moins de nuances sur certaines choses, je vais plutôt y aller avec un 4,5, ce qui serait déjà super. Complètement différent, résister à la culpabilisation, je l'avais trouvé en boîte à livres, j'étais trop contente. Et j'ai lu donc l'introduction, et je pense que ce livre va vraiment beaucoup faire écho à ma vie, à ce que je ressens, parce que la culpabilité, je connais beaucoup. Et donc, c'est un peu plus dur de noter des non-fictions, mais je vais dire un 4,75. Encore quelque chose de complètement différent, et je pense que c'est actuellement le plus vieux livre de ma pile à lire, The Dreamblood Duology de N.K. Jemisin. Donc techniquement, c'est 2 livres en 1, mais je compte comme un seul. Ça te compte quand même que poulain. Parce que c'est dans le même livre physique. Alors le début était un peu confusing, tout n'était pas 100% clair, mais en même temps quand tu lis un seul chapitre et que tu t'attaques à de la fantaisie épique, c'est un peu dur de comprendre tout le système de magie, donc je suis pas trop surprise par ça, mais il y a une espèce de magie des rêves et comme un faucheur collecteur
de rêve en fait et qui va dans les rêves des gens et les tue quoi au final et récupère une forme d'énergie pour servir comme une déesse. C'est ce que j'ai compris, je suis intriguée, j'aime beaucoup la plume de N.K. Jemisin. Je vais y aller avec un 4.5 aussi. Quand je vous dis que on est sur du très bon dans cette sélection, d'autant plus que celui d'après c'était le 2e tome d'Emily, donc l'ascension d'Emily, que je vais probablement lire cet automne parce que la couverture... Voilà, même si le premier chapitre se passait en février, là on est toujours comme dans les Anne de Green Gables sur une petite fille avec l'imagination débordante, une ado maintenant, une jeune ado, qui écrit tout le temps tout ce qu'elle vit, et donc on a un mélange de première personne quand elle écrit dans ses journaux, puis de 3e personne pour avoir un point de vue plus extérieur aussi sur sa vie, et c'est juste tellement bien écrit, l'amour de la nature, de l'émerveillement, tous les personnages et tout. Je vais mettre un 5, écoutez. Voilà, on y va. Et le dernier qui était très différent pour moi, Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, qui m'a été offert par mon père à Noël il y a 2 ans, 2 ans et demi du coup maintenant. Et c'est l'histoire d'un groupe de femmes sur une île ou un village au nord du cercle polaire en Norvège, où un jour tous les hommes sont partis pêcher en mer, il y a eu une tempête, ils sont tous morts. Et donc elles survivent entre femmes jusqu'au jour où il y a un prêtre qui débarque. Et dans le premier chapitre, tu vois vraiment juste le moment où la tempête tue tous les hommes. Donc vraiment le moment du gros changement. Et je trouvais que la plume était très intéressante. Le livre a l'air d'être un petit peu rude et dur, et donc de changer dans le ton de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je suis quand même intriguée. Je suis juste un petit peu moins sûre que ce soit mon genre de livre, donc je vais y aller avec un 3.75, parce que je crois vraiment en la qualité de l'histoire. Et ce sera très certainement une lecture dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, vu la thématique. Donc ça, c'était vraiment bon. On va voir ce que les prochains vont donner. J'ai décidé de me faire un petit batch spécial avec les romances spicy, what the fuck, alien que j'avais dans ma palle. J'ai commencé avec Barbarian's Hope, le tome le plus récent que j'ai de la série Ice Planet Barbarian, et le premier tome où les deux sont des aliens. Il n'y a pas d'humaine avec le petit monsieur, le grand monsieur. C'est aussi une alien. Donc cette fois-ci, la nouveauté vient de là, et la thématique aussi est plus originale, on va dire, puisque c'est Asha, la madame alien, qui, je pense on pourrait dire presque, fait une dépression suite à la perte de son bébé. Donc sur cette planète, déjà les femmes aliens étaient rares, avoir des bébés était encore plus rare, et elle a perdu le sien, et ça a un petit peu détruit son couple avec Hemalo. Alors c'est trop bizarre parce que lui, j'étais sûre de l'avoir vu en couple avec une humaine, mais apparemment non, puisqu'ils vont se remettre ensemble dans celui-là. Et à chaque fois, je me retrouve à me dire, je les aime bien ces petits aliens sur leur planète, qui vivent de façon très primitive. Donc, je vais mettre encore une fois un 3.75, ce qui pour un livre comme ça serait une bonne note, et ça va être un petit moment doudou. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on associerait avec ce genre de lecture, mais pour moi c'est rendu là. Et puis après il y a toutes les autres lectures que j'ai lues, donc ces 4 là. Non, c'est trop lourd. Alors c'est assez particulier parce qu'en fait il y a 2 histoires par livre, donc techniquement j'en ai lu 8, mais je compte ça que comme 4 livres. Je me suis fait un deal avec moi-même que je lirai nécessairement les 2 à la fois, j'adore. Et d'ailleurs, toutes ces lectures-là, je vais les lire pour un vlog romance what the fuck qui va être sur mon Patreon au mois d'août, parce que comme ça je peux vraiment commenter ce que je veux quand je vois ce genre de monsieur-là et les scènes spicy qui vont avec. Mais bref, je pense que j'ai jamais lu autant d'histoires de boomcare de ma vie. C'est une collection de romances dystopiques, donc dans des mondes post-apocalyptiques. Du coup, peut-être que j'aurais pas dû être surprise. Et il y en a qui m'ont directement plus plu que d'autres. Alors maintenant, il faut que j'essaye de pas les mélanger parce que ça faisait beaucoup d'en lire 8. J'en avais un peu marre à la fin. Donc Taken, qui est d'ailleurs la dernière que j'ai lue. La seule chose qu'on voit au début, c'est Ren, la jeune femme,
qui se réveille d'un pod de cryogénisation au bout de 3000 ans. Toutes les autres personnes sont toujours cryogénisées pour encore des milliers d'années, et donc elle est la seule humaine réveillée. Pour le reste, on ne sait pas encore qui va être ce charmant jeune homme, mais j'imagine qu'il va apparaître quand elle va monter à la surface, quelque chose comme ça. J'aime bien aimer l'écriture et tout, mais le premier chapitre n'en dévoilait pas tant, donc ma note va être un 3,75 comme l'autre. Je trouve que c'est un peu ma note moyenne pour les romances, on va dire, quand je sais pas dans quoi je m'engage. De l'autre côté, on avait Brood, et alors lui, je sais pas trop ce que j'en pense. Une des thématiques qui revenait vraiment souvent dans les livres et qui était abordée de différentes manières, et je peux comprendre objectivement que ce serait une vraie problématique si on se retrouvait dans la même situation qu'eux, mais subjectivement, j'ai du mal avec ce sujet-là. C'est la chute des naissances et donc la façon dont la reproduction, le fait d'avoir des enfants est encadré et surtout le corps des femmes est encadré. Donc tout ça est abordé différemment dans les livres. Et c'est un petit peu fâchant à lire de voir les femmes perdre leurs droits parce qu'il faut garder la population humaine, vivante et tout. Mais dans celui-là, c'était pas le pire. L'héroïne a 21 ans et alors qu'elle est très proche d'atteindre l'âge où elle peut se marier avec quelqu'un, essayer d'avoir des enfants, ce qui est vraiment son objectif de vie, on lui trouve un meilleur partenaire génétique, alors qu'elle avait déjà quelqu'un qu'elle avait trouvé, qu'elle aimait bien et tout, qui est un homme qui vient littéralement il y a quelques heures de perdre sa femme, genre quelques heures, on sait pas du tout quel était leur lien à eux deux, et qui a 16 ans de plus qu'elle. Donc on est vraiment sur une belle différence d'âge aussi, dont je ne suis pas fan. Et dès le premier chapitre, on avait une scène spicy en fait, parce que elle est vraiment dans son mode on va coucher ensemble parce que moi je veux tomber enceinte, donc oui j'ai envie, si toi tu veux pas, ça te regarde, mais ne dis pas que c'est moi je veux. Donc c'est un peu froid, il n'y a pas trop d'attirance claire entre eux, mais ils font leur truc. Et donc la relation commence comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon. Mais pour la fille, vraiment l'objectif premier de tout, c'est de tomber enceinte et elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour ça. Donc c'est sûr que c'est pas le genre de mentalité lequel je peux beaucoup me raccrocher, même si encore une fois dans le contexte je peux comprendre. Donc je suis pas sûre celui-là, mais en même temps j'aimais bien l'écriture, donc on va mettre un 3. Il fait 28 dans cette pièce, il fait vraiment chaud. La suite, Maya. Lui aussi, je suis vraiment pas sûre, mais c'était celui que je trouvais en même temps le plus original. Maya est une jeune femme qui a été kidnappée à l'âge de 22 ans. Pourquoi elle, je ne sais pas. Mais après, elle a servi de rat de laboratoire et elle a été comme découpée et reconstruite. Elle est à moitié cyborg maintenant et à un moment, elle va s'enfuir et plonger dans une brèche interdimensionnelle pour essayer de s'échapper. Et tout ça, c'est quand même expliqué en chapitre. En fait, il y a beaucoup d'explications qui sont données très rapidement, trop rapidement, j'ai trouvé. Donc, j'étais vraiment pas fan de l'écriture alors que l'idée, je la trouve originale. Et du coup, pour lui, ça va être un 2,5 parce que j'espère que le reste de l'histoire va être mieux raconté, mais sinon... Et Skin. Ah oui, lui aussi très mystérieux. On est encore une fois dans un bunker, il me semble, là-dedans. Et on retrouve une jeune femme qui est en train de se faire placer un diamant dans la peau. Et apparemment, c'est une espèce de forme de statue qui va lui permettre d'aller dans des niveaux supérieurs et d'avoir une meilleure vie. Et alors qu'elle va le dire à son partenaire, avec qui elle est depuis longtemps, et ils devaient faire ça ensemble et tout, lui, il la largue. C'est un peu ça qui se passe dans le premier tome. Je vous avoue que c'est une de mes couvertures préférées, je pense, de toute la série. Je trouve le monsieur particulièrement pas mal. Mais ça en révélait pas beaucoup encore sur l'univers, le personnage, tout ça, par rapport à d'autres chapitres dans la série. Donc je vais aussi aller avec un 3 un peu neutre là-dessus. Prima, un des plus mystérieux. C'était aussi dystopique et futuriste, mais du coup, c'est comme si lui, il y avait vraiment une régression par certains côtés, et c'était très aquatique comme histoire. On a un espèce de prince qui est sur un radeau, et qui va retrouver une envoyée d'un autre pays pour une mission un petit peu diplomatique, et c'est un pays où les femmes sont vraiment comme... C'est un pays matriarcal, en fait. Et par rapport à lui, d'où il vient, où les femmes ont beaucoup moins de droits, c'est très différent. Donc on voit déjà les dynamiques un peu... politiques qui se sont développées et tout, puis ça a l'air d'être très concentré autour de la côte pacifique. Et donc ils vont commencer à interagir, mais tu sens qu'il y a comme plein de choses en arrière-plan. Et elle, c'est un personnage très mystérieux. Il y avait aussi eu un flashback pour commencer. Je me pose beaucoup de questions. Je trouvais que c'était original aussi le setting un petit peu aquatique, j'ai envie de dire. Donc je vais y aller pour 3,75 lui. J'y crois un peu plus. Et je sais que depuis le début, je vous donne pas des notes de fou. Ce qui...
pas me rendre triste, mais j'aurais aimé dire plus parce que c'est quand même des romances que j'ai backées sur Kickstarter et qui m'ont coûté cher. Mais on est entre le 3 et le 3,75 pour le moment. En même temps, c'est pas un exercice facile que je fais. Bref, Trade. Lui, en fait, je vais mettre un 4. Écoutez, encore une histoire de bunker. Le personnage principal a 39 ans, donc c'est cool aussi qu'il y ait plein de variations dans l'âge des personnages. Et elle s'occupait de l'agriculture un petit peu dans le bunker. Et alors qu'elle va à une réunion pour expliquer un peu ses préoccupations par rapport à l'agriculture, elle apprend que son mari de genre 20 ans la quitte pour une jeune femme de 18 ans. Et dans cette réalité-là, si tu n'es pas mariée, si tu es une femme adulte non mariée, à tes 18 ans, vraiment, on te laisse pas le temps d'attendre, tu entres dans une espèce de loterie, et ce que j'ai compris, c'est que si t'es choisi, t'es envoyé à la surface, où il peut t'arriver des atrocités, genre elle a peur d'être agressée sexuellement et tout. Apparemment, c'est ça qui se passe. En échange que les gens de la surface donnent certains équipements et autres aux gens du bunker. Donc ils sont vus un peu comme une société très primitive. Et donc il y a ce système un peu d'échange là. Et donc elle est complètement trahie par son mari parce qu'elle dit mais attends, mais tu me quittes parce que t'as mis enceinte une jeune fille de 18 ans. Et tu sais ce qui va m'arriver et comment ça va être horrible si je suis choisie à la loterie, tu me quittes quand même et tout. Et tu peux complètement comprendre son point, mais dans ma tête j'étais comme, mais en même temps t'as vécu pendant des années dans le bunker en sachant que ça arrivait à d'autres femmes, et tu vivais quand même avec ça, tu vois, en sachant ce qui arrivait à d'autres femmes pour que toi t'aies ton confort. Et elle le dit à la fin du chapitre, elle a quand même cette introspection-là. Et du coup ça m'a fait vraiment beaucoup plus apprécier l'histoire quand même. Et donc 4. Et j'ai hâte de voir parce que j'imagine que peut-être que la surface, c'est pas comme elle imagine, en tout cas j'espère qu'on va voir ça. Et le dernier, c'est celui qui, à la base, m'avait fait prendre ce Kickstarter, puisqu'il y avait une histoire d'Ali Hazelwood, enfin c'est comme ça que je l'avais découvert. Donc First, on est avec des alphas et des omégas, mais c'est pas des classifications de loup-garou, c'est comme une espèce d'évolution de l'humanité qu'il y a eu au niveau des hormones. Donc les omégas, c'est très particulier, je pense qu'il faut accrocher, et je comprends qu'on n'accroche pas. Les omégas sont souvent ceux qui ont des chaleurs. Les alphas ont du désir plus. Donc souvent les couples vont être alpha-oméga, les bêtas sont un peu neutres au milieu. Et il y a aussi des ségrégations en fonction des richesses. Donc il y a comme des maisons très riches. Puis il y a le reste du peuple qui a beaucoup moins d'accès aux choses. Et ça a l'air d'être peu importe que tu sois alpha, bêta ou oméga. Et les omégas sont rares et comme convoités. Et au moment où on arrive, on voit qu'il y a une faction, on va dire du peuple, qui s'élève dans le pouvoir, ce qui plaît pas nécessairement aux maisons très riches qui essaye de les faire disparaître. Et donc cette faction-là va vouloir empêcher un mariage arrangé qui implique cet oméga-là, et le chef de la faction est un alpha. Je vous laisse imaginer la suite, en tout cas la suite que je pense qu'il va se passer. Je suis vraiment pas sûre, je trouve que le concept est intéressant, mais j'ai un peu du mal peut-être en même temps, donc je vais y aller pour un 3.5. Et la toute dernière histoire, Bait. Alors ça là, très mystérieux aussi, parce qu'en fait tout le début, ça commence par des espèces d'updates dans le bunker, donc il a fallu que je lise un petit moment pour comme vraiment voir qu'est-ce qui allait se passer dans l'histoire. Et en fait, tu te rends compte vraiment de la dégradation de la situation. Il y a eu un moment où je pense, est-ce que c'est une explosion volcanique ou un truc comme ça ? Le moment où les gens se sont réfugiés dans le bunker, puis tu vois les années qui passent, et la situation qui se dégrade, les droits des gens qui disparaissent, comme plus accès aux livres, diminution des douches. Ils demandent des volontaires pour un programme de repeuplement. Après, t'es plus volontaire, dès que t'es une femme de 16 ans, t'es choisie. Et puis, tu vois vraiment, je pense qu'il y a un moment où, dès qu'elles ont 16 ans, c'est ça, les femmes sont obligées de faire partie du programme. Et j'étais trop choquée, ça disait que, en fait, si elles signaient ou quoi, elles pouvaient se retrouver sans qu'on les ait avisées d'avance, qu'on ait leur consentement, à ce qu'il y ait plusieurs hommes qui les agressent en fait en même temps. C'est assez violent je trouvais, et lui c'était le pire au niveau dégradation on va dire du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Et souvent c'est des femmes plus pauvres, des niveaux les plus bas du bunker, qui se retrouvent à devoir faire ça pour essayer d'avoir de meilleures conditions de vie, mais en fait elles savent pas qu'est-ce qui les attend. Et donc le personnage principal, elle a perdu ses 2 parents, elle a perdu son frère, et elle travaille dans la bibliothèque, et justement elle essaye de passer des livres en contrebande aux gens, et un espèce de système de contraception aussi en contrebande. C'est ce que on voyait dans le premier chapitre, je sais pas encore quel va l'élément déclencheur ou pas, qu'est-ce qui va amener à cette belle situation là, mais je suis bien curieuse de le découvrir, et lui aussi je trouvais que vraiment il y avait une belle construction de l'univers, donc je vais mettre un 4. Et ça fait le tour de ce batch là. Oh my god, qu'est-ce que j'ai chaud. Il nous en reste plus beaucoup.
Les 5 derniers livres que j'ai lus, c'est un petit peu spécial parce que j'avais déjà lu les premiers chapitres pour une vidéo test sur mon Patreon, comme je vous en ai parlé. Donc là, j'ai lu le deuxième pour tous. Et il y en a... il y en a où je me souvenais bien, il y en a où je me souvenais un petit peu moins bien. Mais on va commencer avec un livre que je veux absolument lire cet été parce que je le mets dans des piles à lire depuis des années et je le lis pas. Shane Land de Darcy Little Badger, qui est une autrice autochtone et qui dans ses livres représente notre monde mais un petit peu différent. Genre il y a de la magie mais pas trop non plus. C'est comme intégré dans la vie quotidienne qui elle ressemble beaucoup à la nôtre. Et là, le personnage principal, c'est Shane, qui a 17 ans et dont la mère se spécialise, en plus de son travail normal, à retrouver les enfants disparus que personne d'autre ne cherche. Et dans cette famille-là, elles ont le pouvoir de voir et d'attirer les fantômes des animaux et tout, donc elle a comme son petit chien fantôme qui la suit partout. Et un jour, sa mère va chercher des enfants qui ont disparu et elle-même disparaît. Donc Shane va se lancer à sa recherche. Et j'ai tout autant aimé le deuxième chapitre que le premier. Je pense que ça va être un livre qui pourrait beaucoup me plaire. Oui, c'est du young adulte, mais pas dans le côté frustrant ou triangle amoureux ou whatever du young adulte qui souvent me saoule. L'ambiance est très différente, donc je pense malgré ça que ça va être vraiment bon. Et je vais mettre un 4,5 sur 5. La prisonnière du temps, en français, de Kate Morton. Lui, la dernière fois, j'avais lu juste l'espèce de prologue. Là, j'ai vraiment lu le premier chapitre. Le prologue se passait dans le passé, le premier chapitre à une époque actuelle, on va dire. Et j'adore la plume. En fait, il y a toute une description de quand le personnage fait une tasse de thé. Et j'étais trop fan. On a Elodie qui vit à Londres. En plus, je pense que ça se passe en été, donc c'est parfait. Je le gardais lui aussi pour ma pile à lire de l'été. Et elle va tomber à son travail sur les carnets d'un vieil associé, genre avocat, de l'entreprise pour laquelle elle travaille, mais genre il y a plus d'un siècle. Et ça va ramener des secrets à la surface, et en même temps on a les passages en flashback, du coup je pense du moment où tout s'est déroulé. Je suis très intriguée, c'est mon premier livre de l'autrice, mais à cause de la plume, je vais être assez confiante, et je vais mettre un 4,5 sur 5 aussi. J'ai envie d'y croire. Une petite romance pour changer, Iris Kelly Doesn't Date de Ashley Herring Blake. Donc d'un côté on a Iris Kelly qui reçoit beaucoup de pression de sa famille pour se mettre en couple alors qu'elle est comme je vais bien comme ça. Et de l'autre on a Stevie, qui est une actrice qui struggle un petit peu, genre elle a pas trop de contrat ou quoi, et surtout elle a beaucoup d'anxiété. Et dans le deuxième chapitre on suit le point de vue de Stevie donc, et je me reconnaissais vraiment beaucoup dans son personnage, donc je pense que c'est une romance qui va pas mal me parler. Le premier chapitre que j'avais lu lui était du point de vue de Iris et on voyait à quel point c'est ça sa famille lui mettait la pression. Et si je me trompe pas, elles vont toutes les deux participer à une pièce de théâtre pour sauver comme un théâtre queer de leur communauté, et il va y avoir un fake dating qui est une de mes tropes préférées de romance. Donc lui aussi, j'ai très bon espoir. Et pareil, je vais mettre 4,5. Je sais que je me répète un petit peu, mais là, je suis très optimiste aujourd'hui. Un petit peu moins optimiste peut-être quand même avec lui, The Space Between Worlds. Même si, en lisant le deuxième chapitre, il y a eu une petite révélation où j'étais comme... Mais je vais y aller plutôt pour un 4 parce que j'ai un peu plus de doute au niveau de mon accroche avec l'écriture. Mais c'est un univers où on peut voyager à travers les mondes. En fait, il y a eu le voyage multidimensionnel qui a été découvert. Mais les personnes ne peuvent voyager dans un autre monde que si leur équivalent, leur double, parce que c'est comme des univers parallèles, est mort dans ce monde-là. Et il y a un personnage, Kara, qui découvre qu'en fait, elle peut voyager dans énormément de mondes parce que tous ses doubles se font tuer, mais à un point où c'est pas naturel. Et si elle ne veut pas, elle aussi, finir par être tuée, elle va devoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme univers SF. Je me demande où ça va s'en aller, quoi. Et le dernier, The Unspoken Name, que j'avais beaucoup aimé lors du premier chapitre que j'avais lu il y a fort longtemps. Et le deuxième a pris une direction un petit peu différente, mais je suis toujours vraiment intéressée par l'histoire. Ça commence avec une jeune initiée qui est censée comme être sacrifiée à un dieu, The Unspoken One, et le jour où elle va dans une espèce de grotte où elle est censée se faire comme dévorer, c'est un peu mystérieux ce qui arrive aux initiés dans cette grotte, il y avait un voyageur qui restait depuis quelque temps dans le monastère qui lui dit « Viens avec moi plutôt, personne ne le saura jamais ». Et elle décide de le faire parce que c'est quand même mieux que de mourir. Sa foi religieuse ne va pas jusque-là au final. Et puis elle va commencer donc à vivre avec lui, il va lui apprendre des langues, à se servir d'armes et tout ça. Et le but en fait ce serait après de l'envoyer pour reconquérir la ville de ce monsieur-là. Et ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un univers où il y a des espèces de portails pour passer
d'une dimension à l'autre. Donc j'étais un peu perturbée au début parce que je pensais que ça allait être vraiment de la fantasy dans un seul monde. Et c'était assez particulier de lire ça, mais une fois que tu comprends le système, je trouve que ça va. Et ça ajoute encore plus d'intérêt à l'histoire, donc je suis très curieuse de continuer. Et pour lui, je vais mettre un 4.25. Donc une bonne sélection ce coup-ci, et surtout, il ne nous en reste plus que 3. Et j'aurais lu tous les premiers chapitres de ma palle. Ça y est, j'ai lu les 3 derniers livres qui me restaient dans ma palle, en commençant par Death by Tea, a Bookstore Cafe Mystery. J'aime trop les cozy mystery avec des petites couvertures kitsch comme ça. Et celui-là, ça se passe donc dans un café qui fait aussi librairie. Le premier chapitre, il n'y a pas encore eu de meurtre bien évidemment, mais tu sens déjà potentiellement où va se trouver la victime. Chrissy, qui est l'héroïne, est une des propriétaires du... Déjà, j'ai beaucoup aimé le ton du début du livre parce que ça commence avec un espèce de rêve un petit peu olé olé que Chrissy, la propriétaire du café, fait avec un policier, donc j'imagine du premier tome, parce que ça, je pense que c'est le deuxième. Puis vite, elle se réveille, elle est en retard pour son travail et tout. Elle arrive, il y a un book club qui se retrouve dans son café, il commence à y avoir des disputes dans le book club, donc t'es comme, ok, la victime, elle va probablement se trouver là. Mais je trouvais le ton vraiment sympa, la vibe petite ville, le fait que ce soit dans un café-librairie. J'adore tout ça. Je vais lui mettre un 3,75. Je sais qu'après vous avez dit que du positif, ça peut être bizarre, mais pour un cozy mystery, c'est rare que je mette au-dessus de 4. Ensuite, j'ai lu Tomb of the Sun King, donc la suite de Empire of Shadows, la série archéologie, historique, aventure, avec une touche de romance, dont j'ai découvert le premier tome un peu plus tôt dans l'année. Et celui-là va se passer en Égypte, donc il est aussi dans ma file à lire de l'été. J'avais trop hâte de le lire. Je l'ai emprunté d'ailleurs à la bibliothèque en livre audio. Et au tout début, t'as d'abord un flashback qui te montre un petit peu un certain objet magique, très connu. Et puis après, on retrouve les 2 personnages qui arrivent en Égypte. Et ce que je trouve fun, c'est que là, il va y avoir la meilleure amie de l'héroïne qui va être présente aussi. Donc je pense que ça va amener une dynamique intéressante. Et je vais lui mettre un 4.5 comme note prévisionnelle parce que j'avais adoré le premier tome et je pense que je vais beaucoup aimer celui-là aussi. Et en dernier, j'ai lu L'Atlas du cœur de Brené Brown. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre et on me l'a offert en cadeau il y a pas mal de temps. Et je pense que ça va beaucoup me parler. J'ai lu juste une partie de l'introduction et l'autrice discutait vraiment de la façon dont les traumas peuvent te rendre hyper vigilant à certaines choses, du rôle de la culpabilité, de la honte et tout. Et tout ça, je trouve que ça me parle énormément. Et donc j'ai mis une note prévisionnelle de 5 parce que je pense que c'est un sujet qui me plaît et de ce que j'ai lu, la plume de l'autrice a l'air aussi de beaucoup me plaire. Mais c'est quand même un gros bébé à lire en termes de non-fiction. Et surtout, ça conclut le tour de ma pile à lire. Donc au final, j'ai lu 53 livres pour cette vidéo, 53 premiers chapitres. Je me suis amusée à faire une mini-stat de la répartition des notes aussi. Donc sachant que je vais garder une trace de ça, puis comparer à chaque fois que je vais lire un livre à la note que j'avais prévue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais moins de 5 et de 4,5 sur 5, genre de très bonne lecture prévisionnelle que j'aurais aimé. Après, c'est sûr que c'est des prévisions, mais pour le moment, je pense qu'il y a juste 5 livres pour lesquels j'ai prévu un 5. Bon, en même temps, il peut être très difficile à donner mes sacs et je pense que j'étais un peu plus en mode prudente, on va dire. J'ai quand même aussi 2 4.75, donc on est très proche. Et j'ai 10 4.5. Donc tout ça, ça promet quand même de très bonnes lectures. Le deuxième point, c'est que j'ai quand même gardé certains livres auxquels j'ai mis 3.5 ou 3 sur 5, même si j'avais dit que j'allais essayer d'en abandonner au maximum des livres où je sentais que j'allais donner cette note-là. Donc c'est des livres qui sont un petit peu sur la sellette, il n'y en a pas non plus énormément, il y en a genre 7. Donc eux, c'est ceux qui, on va voir, possible qu'ils finissent en abandon. Et surtout les livres, les 53 livres que j'ai lus, il y en a 4 que j'ai décidé de retirer de ma pile à lire. Donc quand même, la grosse majorité m'intéresse toujours beaucoup. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait cet exercice-là, c'était vraiment fun. C'était très fatigant aussi, je vous le cache pas. J'ai hâte de faire une vraie lecture du début à la fin, mais maintenant que ça c'est fait, je l'ai comme référence et je vais pouvoir m'amuser à comparer ça au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. J'adorerais savoir en commentaire sur tous les livres que j'ai lus, lesquels vous pensez qui seront des 5 étoiles pour moi et lesquels vous pensez que je devrais peut-être
retirer de ma pile à lire s'il y en a. Dites-moi tout ça, et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi le mot cœur en l'honneur de ma dernière lecture. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et de soutenir ma chaîne. Si jamais vous avez envie d'avoir accès à plus de contenu exclusif et participer à des lectures communes, le lien est en barre d'infos pour rejoindre mes Patreon, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.